Oui, bonsoir. Deux points dans mon intervention auxquels Veillez à concentrer vos propos. Le tour de table a permis en partie de répondre. Et tout d'abord, en préambule, moi je crois qu'il y a une volonté, il faudrait avoir la volonté de clarifier ce que sont les services, le concept de service public. Parce que j'ai entendu dans le premier tour de table beaucoup d'interventions en disant... c'est un souci de protection des plus démunis devant l'acuité de la crise. Moi, je crois que ce n'est pas une question de souci de protection des plus démunis. Le concept de service public, pour moi, c'est le fait de sortir l'objet du service public du marché, de la concurrence et de la notion de profit financier. Je crois que c'est ça. Et qui a effectivement pour conséquence derrière, effectivement, de protéger, effectivement, de protéger les plus démunis. Mais qui a aussi, surtout, l'avantage d'être un concept républicain qui met une égalité de droits aux citoyens. Je crois qu'il faudrait réaffirmer un certain nombre de choses là-dessus. Donc j'en reviens à mes 2 points sur lesquels vous avez partiellement répondu sur cette question et qui vont compléter d'autres interventions. C'est d'autre part, alors quels que soient les sujets et l'objet des services publics, que ce soit la santé, les transports, la poste, la voirie, etc., ce dont vous avez parlé, il me semble important de parler des statuts des entreprises qui ont ces missions de service public. Et derrière les statuts de ces entreprises, c'est aussi le statut des salariés. L'exemple du copain de la voirie, là, qui dit à un moment, il y en a qui couchent dans leur voiture, à un moment, ça pose question, quoi. Donc ça, c'est la première question. Dépêchez-vous sur la deuxième. Je finis. Deuxième question, ça a été un peu abordé sur la question de la voirie, c'est la question de la délégation de services publics. Et moi, je crois qu'il faut tendre vers une réduction de ces délégations de services publics au privé, parce que le privé n'a pour but que de faire du profit financier. Alors effectivement, il ne s'agit pas de nationaliser EDF, GDF, ou voilà, la mairie de Paris n'en a pas les pouvoirs, on est bien d'accord. Deuxième point. Dernier point, c'est sur démocratie. Le dernier point, c'est sur démocratie. Et c'est juste en 2 mots. Comment développer la démocratie participative des habitants et ça a été aussi abordé, l'aide aux associations qui travaillent dans le domaine social. Alors. Oui, j'interviens, donc je suis de l'association Ambroise Croizat, la maternité des Bleuets. Et cette maternité est en grave difficulté et elle met en difficulté y compris toute l'activité de l'association Ambroise Croizat, notamment les CRP, les centres de réinsertion professionnelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui se pose un problème capital, central. On attend aujourd'hui autre chose de la gauche. On attend autre chose de la gauche et la municipalité de Paris peut jouer un rôle essentiel pour nous soutenir. Il y a un caractère d'urgence. Un caractère d'urgence pour l'Hôtel-Dieu, un caractère d'urgence pour les hôpitaux, un caractère d'urgence pour les centres de santé. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap. La municipalité peut jouer un rôle essentiel. Alors, place aux actes, allons-y. Notre association, elle a été créée grâce à 36, grâce au Conseil national de la résistance. Le pays était détruit. On a créé la sécurité sociale.
Ça reposait, les allocations familiales, ça reposait sur la solidarité. Nous avons besoin de solidarité. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Cette solidarité, ce n'est pas un vain mot. Nous avons des propositions à travailler ensemble. Moi, je suis d'accord. Notre tract, c'est appel aux politiques pour un soutien et pour intervention. Et le soutien, effectivement, ça engage chacun d'entre nous de façon cohérente. Nous sommes prêts à y participer, mais il faut qu'on soit entendu. Et se posent des problèmes notamment cruciaux. La tarification à l'acte, il faut y mettre un terme à la tarification à l'acte. L'agence régionale de santé, il faut en mettre un terme, c'est elle qui nous évalue. C'est celle qui nous évalue quotidiennement en comptant, y compris par petits bâtons, ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on n'est pas en train de faire. Il faut arrêter, il nous faut du plus. Et pas seulement du mieux et du plus, il nous faut. Donc il faut y travailler. Et puis il y a un problème qui se pose, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation. Il faut qu'on regarde ça de près, non d'une pipe. L'État se désengage à nouveau. Il faut arrêter. L'acte 3 de la décentralisation, c'est un grave problème qui va se poser, y compris pour Paris, pour répondre aux besoins des gens, notamment pour la question du handicap, qui est traversée par cette question-là. Il faut qu'on y revienne, il faut qu'on y regarde de près. Regardons-y ensemble, nous sommes prêts à y travailler. Parce que ce qui est intéressant dans l'expérience de l'association Ambroise Croizat, c'est justement l'accompagnement. L'accompagnement des mères pour la naissance, l'accompagnement des personnes en situation de handicap avec des moyens conséquents, notamment dans le médico-social, qui font que si l'acte 3 de la décentralisation se met en place, ça va être mis en cause, ça va disparaître. Il faut arrêter ça. Il y a un caractère d'urgence et nous attendons, c'est crucial à mon avis, ce moment des municipales pour qu'on fasse changer le cap au gouvernement, qu'on ait une vraie politique de gauche. Bien. Alors on reviendra sur l'aile. Je voudrais passer la parole à Pierre Laurent, qui est secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Vous aurez la parole après. Si vous aviez écouté, vous l'auriez su. Oui, moi je voulais faire une remarque. Et puis pour essayer de ne pas tourner autour du pot d'une question qui revient de mille et une manières. D'abord, on le dit, quand on parle bilan positif des 2 derniers mandats, on est obligé d'aligner que des progrès en matière de services publics, parce que le bilan, c'est ça. Donc ça veut dire que dans la mandature à venir, s'il y a progrès de la politique de gauche, nécessairement, il doit y avoir progrès des services publics, parce qu'un bilan de gauche dans une ville, quelle qu'elle soit, c'est forcément le progrès des services publics, a fortiori quand on est dans une telle bataille contre le marché, et c'est logique. Et on y est encore plus depuis 2008, donc on a besoin de faire progresser la logique de service public contre la logique de concurrence actuelle. Et par rapport à ça, je veux dire une chose, puisque ça revient, la question de la politique nationale. Oui, il y a une question qui est posée, puisqu'on est potentiellement, pour une future majorité de gauche à Paris, issue de formations politiques qui n'ont pas toutes le même positionnement par rapport à la politique nationale. C'est un fait. Et aucun d'entre nous ne veut le retour de la droite à Paris, parce que ce serait une catastrophe du point de vue des objectifs. Donc le problème, on a besoin de plus de gauche, effectivement. Bon. À partir de là, moi je pense qu'un point sur lequel on peut discuter, c'est qu'il faut des engagements fermes sur le fait que la boussole d'une municipalité de gauche à Paris, ça doit être l'intérêt des Parisiens. Pas le fait de s'aligner sur telle ou telle prise de position nationale, c'est l'intérêt des Parisiens. Donc si effectivement, pour préserver les urgences de l'Hôtel-Dieu, il faut affronter, ou un autre, il faut affronter l'ARS, et c'est logique, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Et si on a besoin, comme le disait Yann, de mieux répondre aux besoins de transport en Île-de-France, et que ça nécessite
de discuter, et plus que de discuter, de pousser la porte contre des logiques qui sont mises en place au niveau de logiques de la politique de la RATP, il faut le faire. Et la responsabilité d'une majorité de gauche à Paris, avec ses diversités, moi je ne crois pas que dans 6 mois, on va tous être dans la même formation politique et tous d'accord sur tout ça. Personne ne l'imagine un seul instant. Donc, mais par contre, il faut qu'on prenne des engagements sur ça parce que nous le savons tous. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. On va être face à ces problèmes-là. La région, moi je suis conseiller régional, la région a voté, la majorité de gauche de la région a voté contre le schéma régional de santé proposé par l'ARS parce qu'il ne convient pas du tout. Donc effectivement, ces forces de gauche, elles sont traversées de débats sur comment on fait par rapport à la crise. Donc il faut accepter d'affronter ces problèmes et de le faire avec les Parisiens. Et c'est le dernier mot que je veux dire. Moi je pense qu'une des marques de fabrique qu'il faudrait approfondir, c'est celle de la démocratie et de la mobilisation des citoyens. Et singulièrement en matière de services publics, une des solutions, ça peut être de mettre davantage les services publics sous le contrôle des Parisiens. Et il faut approfondir ça, parce que si on demande aux Parisiens qui ont élu cette municipalité, aux populations, aux gens de gauche dans Paris, ils ont un avis sur la question. Et la politique de gauche à Paris, et la politique de gauche d'ailleurs dans le pays, elle leur appartient au moins autant, et même à mes yeux beaucoup plus dans la situation actuelle, qu'à certains qui parlent en son nom au plan national en ce moment. Donc il faut qu'on fasse jouer ça aussi. Il faut que les Parisiens, en toutes circonstances, aient leur mot à dire, et il faut que la ville travaille à ça et crée les conditions pour que cette voix-là, c'est-à-dire la voix des besoins sociaux et de leurs réponses, elle se fasse entendre suffisamment. Alors, on va retourner un peu là, puis on ira après. Bonsoir, je m'appelle Rudy Pao, je suis égoutier à la ville de Paris. Les égoutiers, on est le seul métier où on meurt 17 ans plus tôt que la population française. Les études le prouvent. On parle de remunicipalisation de l'eau, mais à Haute-Paris, les agents qui descendent dans le réseau, ils travaillent tous pour Veolia. Est-ce que c'est l'avenir de la remunicipalisation en général pour la ville de Paris? C'est la question qu'on se pose. On était plus de 1000 agents dans les années 70, on n'est plus que 380 aujourd'hui pour surveiller 3200 km de réseau souterrain. On travaille aujourd'hui avec l'amiante, les déchets radioactifs, les rats, la leptospirose, un vaccin pour lequel on était protégés dernièrement, mais que la ville de Paris laisse disparaître parce qu'une association sectaire a décidé de nous l'annuler. La ville de Paris n'a rien fait pour pouvoir nous la conserver. Donc on se pose quand même des questions aujourd'hui sur l'avenir de notre métier et du service public en général. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aujourd'hui? Politique de gauche, pour le peuple. Merci. Merci. Bonjour, je suis un des camarades de mon camarade Rudy Pao. Et M. Yann Brossa, il m'a cité, je suis Régis Vieseli du syndicat CGT du nettoiement. Moi, je vais pas revenir sur le nettoiement. Je viens d'entendre une des principales candidates à la mairie de Paris, Madame Hidalgo, qui propose un débat sur la propreté de Paris. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus. Nous, on dit chiche. Chiche. Je sais qu'il y a le maire adjoint chargé de la propreté de Paris, Mao Péninou, qui est là depuis peu, qui est dans la salle. Nous, on dit chiche et rapide. Hein. On vous y attend très rapidement avec les citoyens. On met chiffres à l'appui, et on y va. Par contre, mon intervention, en tout état de cause, hein, vous nous l'avez promis aujourd'hui, enfin, vous ne l'avez pas promis, mais vous avez dit on est prêt au débat. Nous, on vous dit chiche, si vous n'y venez pas, on viendra vous chercher parce que nous, on va le faire, le débat. Avec les citoyens. Par contre, je voulais dire, à un moment donné, on n'est pas un monde des bisounours, là. On est le 20e. Alors moi, je suis habitant du 20e, je suis parisien, citoyen, contribuable, fonctionnaire de la ville de Paris. Voilà, j'ai toutes les casquettes. D'accord? J'ai un cumul de mandats. On peut pas
dire on est dans un monde des bisounours et c'est Paris. Paris, ça répond à une politique nationale. Ça répond à une politique européenne. On ne peut pas faire comme si vous alliez faire les élections municipales et dire on va sauver les services publics. Quand l'Europe vous dit les services publics, il faut les détruire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on peut pas faire à Paris dire, on peut pas faire comme si rien n'existait. Vous nous parlez de la remunicipalisation de l'eau. C'est pas vrai. Ce n'est pas une remunicipalisation de l'eau. Non. Non. Les salariés, ils sont de droit privé. C'est comme la remunicipalisation des sanisettes. Il y a eu remunicipalisation des sanisettes à Paris. On peut pisser gratuitement à Paris depuis l'arrivée de Delanoë. Mais tant mieux, c'est un droit essentiel et vital. C'est un droit essentiel et vital. Et c'est bien pour les boueurs que je suis. C'est bien pour les boueurs que je suis. Eh bien, c'est la même remunicipalisation qui a été faite. C'est la même. À un moment donné, ce sont des entreprises privées qui prennent de l'argent. Quand vous nous parlez de remunicipalisation de la propreté de Paris, nous, au nettoiement, on a eu une grande confiance quand M. Delanoë est arrivé et qu'il a montré les clés de l'hôtel de ville en 2001. D'ailleurs, certains reprennent cet emblème là, ce week-end. Là. Les clés. D'accord? Ils l'ont repris. Il a remunicipalisé 2 arrondissements en collecte. En collecte. Soi-disant, c'était pas bon. On a mis tous les ingrédients pour que cette expérience ne fonctionne pas. Tous les ingrédients. Tous les ingrédients. C'était un sabotage. C'était un sabotage. D'ailleurs, le maire adjoint chargé de la propreté à l'époque disait, pour mettre en place quelque chose de viable, il faut 700 éboueurs sur la place parisienne supplémentaires. Il ne les a jamais eus. Il ne les a jamais eus. D'accord? Dernièrement, 2e mandat, M. Delanoë, c'est privatisation de ces 2 arrondissements. Et s'il n'y avait pas eu lutte des personnels, c'était privatisation de 2 autres arrondissements. Aujourd'hui, Paris va perdre 4 garages sur 6. On ne peut plus garer nos bennes. On ne peut plus. On ne peut plus. Ne me faites pas un discours sur la municipalisation. Si on ne donne pas les moyens aux services publics, c'est-à-dire que dès le budget prochain, le budget modificatif, vous n'allouez pas des crédits. Sinon, on sait, nous, qu'on est mort. Et tout ce que vous pourrez dire aux citoyens aujourd'hui, aux salariés, aux fonctionnaires, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Là, aujourd'hui, la gauche, elle est là. Et je finirai sur l'Hôtel-Dieu. Parce que l'Hôtel-Dieu, oui, c'est une formidable lutte. Il faut réduire quand même. Et je réduis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux urgences de l'Hôtel-Dieu, les fonctionnaires, par exemple un éboueur qui se fait piquer par une seringue dans une poubelle, il va où? Aux urgences de l'Hôtel-Dieu. Quelqu'un qui est en garde à vue, qui a été blessé, je n'ai pas dit par un CRS, hein, il va aux urgences à l'Hôtel-Dieu. Mais à un moment donné, on parle de quoi? On parle de coûts. Le monsieur qui a parlé des crèches, il a dit ça coûte tant. Non, ça ne coûte pas un service public. C'est de l'investissement. Une crèche, c'est l'avenir, c'est nos jeunes. Et sur l'Hôtel-Dieu, je finirai par là. Moi, je pense que la directrice, Sarko le faisait, hein. La gauche, il faut qu'elle ait. Elle a eu du courage sur le mariage pour tous. Faut conclure. Elle a eu du courage sur le mariage pour tous. La directrice, elle la vire. D'accord? Et l'Hôtel-Dieu, on conserve. Parce qu'on a un gouvernement de gauche et une mairie de gauche. Merci. Alors, il y a des... On va prendre encore 3-4 interventions et puis... Bonsoir. J'étais content d'entendre que vous avez réussi à vous opposer à une création d'immeubles. Par contre, je suis étonné que les conseillers d'arrondissement dans les autres arrondissements sont moins efficaces que vous.
j'ai vu dans Paris, et pas tellement loin d'ici, des constructions de bureaux, alors que tout le monde sait qu'il y a certaines associations qui demandent qu'on réquisitionne ces bureaux qui ne servent strictement à rien pour en faire des logements. Donc, que fait la mairie de Paris quand on transforme un bout de terrain en immeuble de bureau qui, a priori, ne servira à rien, sinon qu'à mettre de l'argent dans les poches des investisseurs privés. Voilà. Alors, il y a un monsieur... Non, ça en passe qu'une fois, excusez-moi, mais... Vous aviez déjà eu du temps, hein, si je me souviens bien. Bon, moi je voulais parler d'une chose, c'est quand on parle de démocratie quand on parle de démocratie sanitaire, effectivement, on pense couvrir les besoins des gens qui ne sont pas protégés, mais en fin de compte, c'est une solidarité, c'est aussi un contrôle public. Par contre, là, je viens d'un arrondissement, c'était le 11e. En 2010, ça, le secret était bien gardé. On a fini par apprendre qu'on fermait un centre de santé. Peu de temps après, on a appris qu'il en était de même dans le 17e. C'était 2 centres municipaux et à Paris, il y en avait que 6. C'est pas beaucoup. On s'est battu dans notre arrondissement pendant 2 ans et demi. Or, on a fini par avoir un centre. C'était au mois de mars dernier. C'était un centre associatif, l'Institut Alfred Fournier. En réalité, bon, le 17e, lui, il n'a plus de centre de santé. Puis là-bas, bon, ceux qui y vont, ce ne sont pas que des bourgeois. Enfin, réalité, c'est que la mairie de Paris, en fin de compte, c'est des fêtes de 2 centres de santé municipaux. Ben, moi, j'appelle pas trop ça de la démocratie sanitaire. Deuxièmement, je vais parler de l'Hôtel-Dieu. Là, pourquoi ça tient à cœur l'Hôtel-Dieu? Ben, l'Hôtel-Dieu, c'est aussi c'est une histoire, mais toujours vivante. L'Hôtel-Dieu, c'était bien connu à une certaine époque quand ça a été fondé. C'était au carrefour des routes du nord et du sud de l'Europe, croisant les transports par eau, d'ailleurs par lesquels l'ancien Hôtel-Dieu a été ravitaillé pour ceux qui en ont vu les images. Mais ce n'est pas que des vieilles choses. Actuellement cet hôpital est toujours situé au même endroit. Il y a le centre nerveux des communications à Paris. Entre Châtelet-Les Halles et Saint-Michel, c'est 5 lignes de métro et 5 lignes de RER qui desservent toutes les gares et les aéroports. Imaginez-vous le monde qui passe par là. Ce n'est plus qu'une question de passage de pèlerins. Et en plus, les lieux touristiques, vous avez Notre-Dame, vous avez la Sainte-Chapelle, vous avez le Louvre, vous avez des services publics comme l'hôtel de ville, le palais de justice, le tribunal de commerce. Eh bien, voilà, on ne peut pas se permettre de supprimer un service d'urgence. Et moi, je pense que simplement bloquer le PLU, c'est insuffisant. Il faut non seulement bloquer le PLU, mais avoir l'assurance que tous les services y resteront. Parce que les urgences seules, elles ont besoin de services médicaux. Voilà, c'est tout. Merci. Ce que je voulais vous dire. C'est tout. Hein. Je voudrais donner la parole à Michel Jalamion de République et Socialisme. Merci. Qui est une des formations du Front de gauche. Du Front de gauche, tout à fait. Donc, tout d'abord, je voulais remercier évidemment le Parti communiste de faire cette 2e table ronde, notamment sur les services publics. On le sait, les services publics sont essentiels à l'action publique, évidemment. C'est eux qui permettent aux élus d'agir sur le terrain, évidemment de désenclaver ces services publics de la logique marchande. C'est évidemment aussi un pilier de l'égalité républicaine et bien entendu, on l'a vu lors de la crise, tout le monde l'a dit, ils ont servi d'amortisseurs à la crise. Ça a été le cas évidemment des services publics nationaux, où la France a mieux résisté que les autres pays européens, et c'est également évidemment le cas lorsqu'une municipalité investit en services publics. Et ce qu'a dit l'intervenant est vrai, c'est-à-dire que c'est réellement une possibilité de réagir face à des logiques marchandes.
Nous, évidemment, on est également fiers du bilan de la mandature en termes d'équipement. Des chiffres ont été dits, mais pour donner des chiffres parlants. Sous cette mandature, il y a eu 32 équipements pour la jeunesse et les sports. C'est 2 piscines, 8 gymnases, un stade. 74 réalisations pour l'action sociale, dont 13 crèches, 2 PMI, 10 établissements pour personnes âgées, 6 centres sociaux, 10 équipements culturels, 25 équipements d'enseignement, dont 7 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires, 6 écoles polyvalentes et 4 collèges. Quand on dit ça, cette liste énumérative montre bien qu'il faut en effet aujourd'hui se poser la question de l'augmentation des emplois municipaux. Puisque aujourd'hui, évidemment, cet investissement qui est réellement une réussite nécessite évidemment du personnel en plus et des formations supplémentaires pour réussir à améliorer la qualité des services publics parisiens. On a parlé de la remunicipalisation de l'eau. Sur la remunicipalisation de l'eau, tous les groupes l'ont voté et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les possibilités légales. On n'a pas les possibilités légales de passer en régie directe. Donc la question, se pose au niveau national. Il faut qu'on soit porteur d'une modification de la loi. Mais ceci dit, la régie qui a été créée est, 1, une remunicipalisation, 2, pour avoir vécu les débats au Conseil de Paris, c'est une remunicipalisation qui permet une régie le plus contrôlée, dont le contrôle se passe de la meilleure façon qui soit, et un lien politique entre la ville, le Conseil de Paris, et les objectifs dont est porteur la régie. Et on le doit en effet à la municipalité, au maire de Paris, et à Anne Lestrade qui a fait un excellent travail en la matière. Dernier point du bilan positif, ça n'a pas été vraiment soulevé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les délégations de services publics, la droite, en 2000, avait la fâcheuse habitude de faire des délégations de services publics de plus d'un demi-siècle. C'est-à-dire que la moyenne, avant que l'on que l'on ait la ville, c'était 30 ans. Les délégations étaient de 30 ans. Aujourd'hui, elles sont en moyenne de 5 ans, ce qui permet un réel contrôle des politiques, et ce n'est pas négligeable. Donc évidemment, ça a été dit, il faut améliorer les conditions de travail du personnel et ça passe par le logement social. Et là, moi je suis désolé, mais on doit construire des logements sociaux à Paris. Et si on ne veut pas construire ni en hauteur, ni en densité, ni dans le centre de Paris, ni dans le 16e, et en même temps faire de la mixité sociale, à un moment, je ne comprends pas très bien comment est-ce qu'on arrive à loger le personnel de nos services municipaux qui habitent la petite couronne, la grande couronne, et parfois même viennent de villes de province. Au niveau des propositions, 2 propositions simplement. Donc Vélib nous a montré qu'on devait inclure des normes sociales. Il y a eu de grands mouvements sociaux lors de cette délégation, et je pense que la prochaine municipalité devrait généraliser en fait lors du choix du délégataire et des marchés publics le mieux-disant social et selon le pourcentage de CDI. Donc c'est une première proposition. Et la deuxième proposition, c'est concernant les services nationaux. On en a parlé, les services publics nationaux. On se demandait à République Socialiste s'il ne serait pas possible que la ville justement permette des lieux d'échange et de réflexion entre les usagers, les associations d'usagers, les syndicats, les élus et les directions des grands services publics nationaux à Paris, EDF, GDF, les impôts, etc., afin justement de confronter les points de vue. C'est le cas sur La Poste, où il y a une possibilité, et c'est Jacques Bravo justement qui a fait un excellent boulot en tant que président de la commission départementale de présence sociale territoriale, et aujourd'hui Frédéric Pigeon. Donc est-ce qu'il est possible de multiplier ce genre de lieux, d'échanges, de débats, afin que politiquement, ça a été dit, parce qu'il faut qu'on puisse agir, que l'on agisse plus vite que ce qui a été fait à la PHP avec la date couperet qui est tombée. Ça permet d'être au courant des projets bien avant que ça arrive. Merci. Merci. Alors une dernière, ultime intervention. Je souhaite que son auteur s'en tienne à la substantifique moelle de sa pensée. Et on demandera à mes voisines et voisins de conclure en intégrant les réponses aux interpellations. Baptiste Petitjean, je représente la section parisienne du mouvement républicain et citoyen dont le président d'honneur est Jean-Pierre Chevènement. Je crois qu'on était tous venus ce soir non seulement pour avoir des engagements pour une vraie politique de service public de gauche, mais on était aussi venus pour avoir une vraie conception et une vision de l'action publique et du service public à gauche. Je crois qu'Yann Brossat a véritablement bien résumé ce que c'était. C'est la satisfaction des besoins fondamentaux dans l'intérêt général. Voilà, c'est vraiment dans la perspective républicaine. Ensuite, j'ai été très sensible aussi à l'intervention sur le fait que, tout comme le travail, l'action publique, le service public ne doivent pas être envisagés seulement comme un coût,
une charge, mais surtout comme un investissement. J'apporte des chiffres à votre moulin. En France, l'action publique, les services publics en général, ça représente 1/5 de la population active, et ça représente aussi 25% de la production de la richesse nationale tous les ans. Tous les ans. Ensuite, Pierre Laurent a eu raison de nous rappeler aussi qu'on n'était pas tous dans la même formation politique, parce qu'effectivement, Madame Dubarry, j'étais un peu choqué quand même quand vous nous aviez dit qu'à quelques mètres du bois de Boulogne, qui est un espace vert assez grand, vous aviez été contre la construction d'un logement pour des infirmières, je crois. Ouais. Et je pense qu'à l'heure où on se pose la question, on a eu un débat il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous étiez là, sur le logement, où on disait que ce qui était important, c'était aussi la mixité sociale. Alors si on commence à refuser de construire des logements sociaux dans le 16e arrondissement, sur des jardins, à quelques mètres du bois de Boulogne, ça va pas. Sur des jardins. Ça ne va pas. Bien. Je vais vous demander les uns et les autres de conclure et de répondre aux interpellations qui vous ont été faites. Anne Hidalgo. Merci.